Our City of Colors. Bonjour, Madame la Présidente, membre du comité, je m'appelle Darren Ho. Je viens de la région de Vancouver. J'ai fondé l'organisme Our City of Colors. C'est un organisme qui vise à améliorer la visibilité des LGBTQ2 qui sont sous-représentés et les communautés qui ne sont pas suffisamment desservies par les services au niveau linguistique et culturel. Nous avons un centre de recherche, le CBRC. Je vais utiliser un acronyme QPOC pour parler des personnes de couleur queer. Je m'identifie comme telle, je suis d'origine asiatique et je suis queer. Queer, c'est un terme global que j'utilise pour faire référence aux minorités de genre et minorités sexuelles. Nous avons parlé de l'importance de l'intersectionnalité, mais je tiens à le réitérer. Nous avons besoin de politiques qui tiennent compte de l'intersectionnalité pour les personnes de couleur queer. Parce que bien souvent, on ne tient pas compte de notre couleur, de notre minorité. On n'est même peut-être pas les bienvenus. On l'a vu, mes pères et moi-même avons dû parfois cacher notre identité. Je pense à dans la communauté chinoise, entre autres. Nous faisons face au racisme et à de la discrimination. Nous devons tout à fait avoir de l'intersectionnalité lorsque vient le temps de fournir des services aux personnes de couleur. J'aimerais vous raconter une histoire. J'avais 18 ans, donc je ressemble probablement à ce à quoi je ressemble aujourd'hui. J'étais à Coquitlam en Colombie-Britannique et je venais tout juste d'avoir ma première expérience sexuelle avec un homme. Je suis allée voir mon médecin. Je pensais qu'il fallait avoir un test pour les ITSS immédiatement. J'ai dit à mon médecin que j'avais eu une relation sexuelle avec un garçon. Et il m'a dit, avez-vous porté un condom et est-ce que tes parents le savent? Il a été rempli de jugement. Mes parents n'étaient pas au courant. Et même s'il y a la confidentialité entre un médecin et son patient, j'avais peur qu'il divulgue les informations à mes parents parce qu'il était le médecin de toute ma famille. Donc, c'était la dernière fois que je suis allée voir ce médecin. Une interaction, c'est tout ce que ça a pris pour que je ne voie plus de médecin de famille pendant 10 ans. J'ai maintenant 30 ans et je viens d'avoir un nouveau médecin de famille. Je raconte cette histoire tout en connaissant les statistiques. Si les hommes gays ne divulguent pas leur orientation sexuelle à leur médecin de famille, nous sommes 10 fois plus susceptibles, ou en fait moins susceptibles d'avoir des tests pour le VIH. Nous avons des taux faramineux, parfois jusqu'à 24% chez certaines communautés de couleur queer. Nous faisons face à toutes sortes d'obstacles en matière de sexualité. L'homosexualité est très stigmatisée dans nos communautés encore. Nous sommes de jeunes hommes gays et on se fait dire qu'une fois qu'on sort du placard, nous allons pouvoir vivre librement et ouvertement, et c'est vrai pour certains, mais pas pour tous. Ce n'est pas toujours la meilleure option que de sortir du placard. Parfois, quand on sort du placard, on peut être anxieux, on peut être rejeté, ou on peut même être forcé à retourner dans le placard. Et ce monde qu'on nous promet de déboucher, eh bien, ce n'est pas toujours la situation qui s'encourt. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas sortir du placard, mais je dis plutôt qu'on devrait tenir compte de toutes les situations pour avoir de meilleurs soins de santé. Nous avons besoin de fournisseurs de soins de santé compétents qui ont de la formation adéquate pour bien traiter les gens de notre communauté pour qu'ils se sentent en sécurité. Ma première recommandation, c'est que le gouvernement fédéral s'assure que les fournisseurs de soins de santé aient suffisamment de sensibilisation et de formation pour traiter les gens de nos communautés. De plus, j'ai appris au fil du temps que la race, c'est un déterminant social de la santé. Quand nous sommes marginalisés en raison de notre minorité raciale, eh bien, nous sommes encore plus marginalisés en raison de notre orientation sexuelle. Vous avez entendu ce que Travis Saway a eu à dire. Saway a été très éloquent. Il a dit que le stress des minorités, c'est une accumulation de stress
en raison de notre statut minoritaire. Les minorités de genre et les minorités dans leur ensemble font face à ces stress de minorité. Et nous savons que les personnes de couleur trans qui sont des membres de groupes minoritaires ont plus de stress de minorité. Il y a toutes sortes de facteurs également et cela augmente les risques de problèmes de santé mentale et de VIH. Cela génère beaucoup d'anxiété pour les hommes de descendance asiatique, les hommes d'origine caribéenne, les hommes noirs, entre autres. Ce que je recommande, c'est que le gouvernement fédéral investisse dans des programmes de promotion de soins de santé qui assurent une intersectionnalité pour les différentes communautés queer des personnes de couleur. De plus, on a des problèmes langagiers, dis-je. Nous savons que parfois, il y a des disparités entre notre orientation sexuelle, notre identité de genre et notre langue, parce que parfois, le mot gay en tant que tel ou queer n'existe pas dans notre langue et parfois, certains ont vécu le colonialisme et donc leur identité a été effacée au fil du temps. Certains pensent à tort que cette idée de queer n'existe que dans le monde occidental et dans d'autres cultures. Ces idées sont renforcées quand on a des renseignements qu'en français ou en anglais. Donc, j'aimerais que le gouvernement fédéral envisage différentes options pour que les services de soins de santé reflètent davantage les diverses communautés linguistiques. C'est tout à fait essentiel pour les nouveaux arrivants. Nous devons inclure des ressources pour les personnes queer. Ce serait un exemple tangible de programme où il y aurait intersectionnalité, dis-je. De plus, nous devons miser sur la prévention sur le VIH. Et c'est le plus efficace, c'est quand la communauté locale est impliquée. En 2019, on le sait de plus en plus, l'outil qu'on appelle PrEP est couvert dans presque toutes les provinces. Par contre, le message s'est perdu en cours de route. C'est disponible pour les Premières Nations depuis 2013. Les Premières Nations qui vivent en Colombie-Britannique peuvent avoir accès à PrEP. Et dans le reste du Canada, tous les peuples inuits et les Premières Nations qui sont couverts par des prestations de santé non assurées ont accès à PrEP. Malheureusement, 13 personnes des Premières Nations en Colombie-Britannique ont eu accès à cette drogue qui est gratuite entre 2013 et 2018. PrEP était disponible en Colombie-Britannique, mais on avait seulement 13 personnes qui ont eu accès à cet outil. Imaginez-vous tous les gens atteints de VIH qui n'étaient pas au courant de ce médicament. Malheureusement, le message s'est perdu pour nombre de gens au Canada. Ce sont des occasions manquées. Il ne faut pas que cela se reproduise. Ce que je recommande, donc, c'est que lorsqu'on élabore des politiques, des programmes, des recherches, le gouvernement fédéral doit s'assurer qu'il y a équité dans toutes les communautés ethnoculturelles et autochtones. Et enfin, on pose souvent la question, combien y a-t-il de personnes de couleur queer en fonction de la recherche? Et on me demande la même chose pour ce qui est des nouveaux arrivants. Je n'ai pas les statistiques aujourd'hui à ce sujet, mais j'aimerais quand même vous rappeler que les personnes de couleur queer ont été sous-représentées par le passé de façon continue. Et c'est difficile de mener des études exhaustives. De plus, il y a eu des outils coloniaux. Nous ne sommes pas suffisamment représentés dans les recherches. Donc, ce que je recommande pour conclure, c'est que le gouvernement fédéral envisage des méthodes de recherche novatrices et utilise les outils qui existent déjà et travaille de pair avec les diverses communautés pour avoir de meilleures données pour les peuples autochtones et pour les personnes de